Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo concernant l'immense carrière de Jean Gabin. Du coup, rappelez-vous, dans la première partie, on a parlé de son enfance et de tout début de sa carrière. Mais aujourd'hui, on va s'attaquer à son retour en France et du coup au succès. Alors j'espère que vous êtes prêts parce qu'on est parti. A catégoriquement refusé de défiler sur les Champs-Élysées avec les autres lors de la victoire. Du coup, après la guerre, bien qu'il ait changé physiquement et mentalement, il reprend sa carrière d'acteur dans son cher pays qu'il a vaillamment défendu. Du coup, il s'est rendu compte que quelques autres acteurs s'étaient fait des noms, comme Jean Marais ou encore Gérard Philippe. En 1946, après avoir acheté les droits du roman Roumagnac, il tourne un film adapté de ce roman où il tient le rôle titre aux côtés de sa compagne de l'époque, Marlène Dietrich. J'ai bien dit du moment parce que sa relation avec la belle allemande va se stopper quelques temps plus tard. Le succès est dur à retrouver, mais en 1949, il a été nommé pour l'Oscar du meilleur film étranger pour sa prestation dans le film franco-italien Au-delà des grilles. Et en même temps, il triomphait sur les planches pour la pièce La Soif, grâce à Marcel Carné en 1950 et son film La Marie du Port, qui soit dit en passant a fait 2,6 millions d'entrées en France. Son retour au succès et son talent sont confirmés. En 1951, il interprète un mécanicien de locomotive aveugle des suites d'un accident dans La Nuit et mon royaume. Et cette prestation lui a valu une récompense, une coupe Volpi pour la meilleure interprétation masculine. Ce film a quand même fait 2,5 millions d'entrées en France. Son film suivant, La vérité sur Bébé Donge, qui a fait 1,2 million d'entrées en France, et où Jean Gabin interprète un coureur de jupons qui a été empoisonné par sa femme, interprétée par la belle Danielle Darieux. En 1952, il retrouve Michel Morgan pour La Minute de Vérité, qui a généré pas moins de 3 millions d'entrées. Et le succès revient en 1954 dans Touchez pas au Grisby, qui a fait quand même 4,7 millions d'entrées en France. Et c'est durant ce tournage qu'il rencontre un jeune Italien dont c'est le premier film, et avec qui ils deviendront BFF, Lino Ventura. Et c'est ce grand retour au cinéma, au succès, qui lui vaut à 3 reprises une victoire au cinéma français. Une en 42, une en 55 et une en 56. Et franchement, on peut dire qu'il a des potes en or. Parce que pour ses 50 ans et ses 25 ans de carrière, Monsieur Brudelin, qui est un proche et un ami du coup de Jean Gabin, organise un événement qui a réuni pas moins de 2 millions de personnes, dont les principaux amis de Jean. En 1954, on le voit dans L'Air de Paris de Carnet, et en 55 dans French Cancan de son ami Jean Renoir. Et c'est sur un plateau de tournage qu'il rencontre un homme qui deviendra un ami, le scénariste Michel Audiard, grâce à qui le succès est au rendez-vous, grâce à ses scénarios dans Gasoil en 55 ou encore Le Rouge et Mi en 57. Mais revenons à 55. À partir de cette année, il ne fait qu'enchaîner les tournages pendant 2 ans. On le voit du coup en 55 dans le film Napoléon de Sacha Guitry. La même année, on le voit dans Razzia chez les Schnouf où il interprète un policier infiltré, ou encore en 54 quand il interprète un juge pour enfants dans Chien perdu sans collier. En 56, il joue avec Bourvil dans La Traversée de Paris. Et dans ce film, Jean a une scène avec un homme qui est encore méconnu du grand public, Louis de Funès. 1958 marque la première fois où il endosse le rôle de l'inspecteur Maigret dans Maigret tend un piège. Il reprendra ce rôle en 59 dans Maigret l'affaire Saint-Fiacre et en 1963 dans Maigret voit rouge. Mais bref, en 1958, il prête ses traits à Jean Valjean dans Les Misérables, où il retrouve Bourvil et Bernard Blier. Et la même année, il rejoint la jeune Brigitte Bardot dans En cas de malheur. En 1960, il a eu une petite surprise sur le plateau de tournage des Vieux de la Vieille. En fait, il a reçu les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. Grâce à un contrat exécutif avec le réalisateur Jacques Barre, ce dernier offre des films à succès à Jean, avec Le Président, mais aussi Le Cave se rebiffe. Et en 61, sous la directive d'Henri Verneuil, il joue dans Un singe en hiver avec le jeune Jean-Paul Belmondo. En 63, avec son BFF Fernandel, ils créent ensemble la société Gaffer, Gabin Fernandel. Et du coup, cette société produit des films où les deux acteurs jouent ensemble, comme par exemple en 64 dans L'âge ingrat. Bien qu'il ait 60 ans, il a encore tourné dans des classiques, ce qui montre que l'ours, comme on aime le surnommer, ou le vieil ours, n'est pas prêt de prendre sa retraite. Donc en 65, on le voit dans Tonnerre de Dieu, en 68 dans Le Pacha de Lautner. La même année, il rejoint De Funès pour une 3e collaboration avec le film Le Tatoué, et en 1969, il rejoint son BFF Lino Ventura, et du coup le jeune Alain Delon, dans Le Clan des Siciliens. Mais bon, on aperçoit quand même un freinage dans sa carrière au début des années 70, parce qu'en fait, il va tourner dans 7 films, dont juste 3 auront un grand succès, avec entre autres La Horse et Deux hommes dans la vie en 73. Bon, il reçoit un ours d'or au Festival de Berlin pour le film Le Chat de 71. Après ce succès, son nom a été cité pour interpréter Don Corleone dans Le Parrain, rôle qui a été finalement interprété par Marlon Brando, et le grand réalisateur italien Sergio Leone himself lui a proposé de jouer dans Il était une fois en Amérique. Mais encore une fois, il a refusé. La dernière chose que je peux vous dire, c'est qu'en 74, il a rencontré un franc succès dans le hit parade en chantant
Maintenant, je sais que lui a écrit Jean-Louis Dabadi. Bon, on va pas se le cacher, même si Jean Gabin déteste la presse scandale, on lui a quand même connu quelques liaisons amoureuses, notamment avec des actrices. Tout commence en 1925, durant une permission pendant son service militaire. Il était l'époux d'une de ses admiratrices, Gaby Basset, mais ils finissent par se séparer en 1931. Ensuite, en 1933, il est avec la danseuse Jeanne Mauchin, mais il se sépare 10 ans plus tard, en 1943. Bon, il faut quand même préciser qu'entre-temps, il a eu de nombreuses liaisons, comme par exemple avec Mireille Balin, Michel Morgan, avec qui il joue dans Quai des Brumes, ou encore la grande actrice germano-américaine Marlène Dietrich. Et il faut savoir qu'elle a longtemps gardé Jean dans son cœur. En Algérie, en 1943, il se lie avec Marie Camilleri jusqu'en 1945. Et entre 1945 et 1946, il se trouve une nouvelle conquête, à savoir la jeune actrice Maria Mauban. Et sa dernière conquête sera la chanteuse Colette Mars. Oui, Colette était sa dernière conquête. Parce que Jean, encore sans enfant, se case le 28 mars 1949 avec le mannequin Dominique Fournier, et ensemble ils vont avoir 3 ans. Florence en 1949, Valérie en 1952 et Mathias en 1955. Dans les années 60, c'est le moment de la nouvelle vague au cinéma, et bien que ce mouvement le met un peu de côté, ses derniers grands rôles seront en 1962 dans Un singe en hiver avec le jeune Jean-Paul Belmondo, qui l'amuse beaucoup d'ailleurs, et enfin en 1969 sous la directive d'Henri Verneuil avec son BFF Lino Ventura et le jeune Alain Delon dans Le clan des Siciliens, avec la magnifique musique d'Ennio Morricone. Sa dernière grande apparition en public était en 1976, date à laquelle il a présenté la toute première cérémonie des Césars. Mais quelques problèmes de santé ont commencé à se manifester en 1973 durant le tournage de Deux hommes dans la ville avec Alain Delon. Et tout juste 7 mois après avoir présenté la première cérémonie des Césars, Monsieur Jean Gabin nous quitte des suites d'une leucémie. Ses obsèques se sont alors passées en 2 temps. Dans un premier temps, et selon ses dernières volontés, le point de rendez-vous était le crématorium du cimetière du Père-Lachaise pour l'incinération du corps de l'acteur, et ce triste événement qui a attiré une foule monstre a également été retransmis à la télévision. Si ça vous intéresse, je vous mets juste en dessous le lien vers le reportage. Mais du coup, dans un second temps, c'était une cérémonie plus simple et plus solennelle pour la famille, mais également quelques amis comme Alain Delon ou alors Odette Ventura, la femme de son grand ami Angiolino. Et en ce vendredi 19 novembre de l'année 1976, c'est le moment de disperser ses cendres dans la mer à Brest, où grâce à l'autorisation exceptionnelle de VGE, Valéry Giscard d'Estaing, le président de l'époque, les honneurs militaires de la marine nationale lui sont rendus. Bon, on va pas se mentir, niveau hommage en tant que monstre du cinéma qui a quand même marqué sa génération, quelques hommages lui ont été rendus. Tout d'abord en 1981, suite à l'initiative de Louis de Funès, le grand monde du cinéma a créé le prix Jean Gabin. Mais après quelques désaccords entre l'organisation et la fille de Jean Gabin, le prix a été rebaptisé le prix Patrick Devers. En 1991, la commune de son enfance ouvre un musée qui lui est consacré, et à l'entrée de ce musée, on peut trouver un buste de l'acteur fait par Jean Marais. En 2008, la place Jean Gabin est inaugurée dans le 18e, et 3 ans plus tard, une autre place Jean Gabin a été inaugurée, mais cette fois en Suisse. Il y a également une rue qui porte son nom dans l'Orne, parce que cette rue faisait partie de son domaine agricole tout simplement, qui s'appelait la Pichonnière. Et enfin, toujours dans l'Orne, parce que c'était un grand amateur de chevaux, un hippodrome a été baptisé l'hippodrome Jean Gabin. Donc, je peux vous conseiller des films comme La Traversée de Paris avec Bourvil et Louis de Funès, Les Misérables avec Bourvil et Bernard Blier, ou encore le magnifique Clan des Siciliens avec son meilleur ami Lino Ventura, et le jeune Alain Delon avec la magnifique musique d'Ennio Morricone. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter 2 films que j'affectionne tout particulièrement, à savoir Les Grandes Familles de 1958 et Le Tatoué de 1968. Donc c'est parti. Alors là, déjà, on a un casting de malade pour Les Grandes Familles, avec entre autres évidemment le grand Jean Gabin, le grand Pierre Brasseur, Bernard Blier ou encore Jean de Sailly. Donc en fait, on suit l'histoire d'une famille bourgeoise, à la famille Choudler, dont Noël, Jean Gabin, est le patriarche, et il a pour assistant Monsieur Simon Lachaume, Bernard Blier. Mais Noël se faisant un peu vieux, il s'est dit qu'il fallait qu'il forme son fils aux affaires. Et afin de le tester sur la manière de gérer des affaires, Noël confie à François une affaire risquée, mais qu'il accepte avec le soutien de sa femme Jacqueline. Et quel est le rôle de Pierre Brasseur là-dedans? Son rôle, c'est tout simplement celui du cousin avec qui personne ne veut avoir affaire, Monsieur Lucien Montblanc, aussi appelé Lulu. Et on peut dire qu'il a plutôt une réputation sulfureuse. Si je vous conseille ce film, c'est avant tout pour l'histoire qui est formidable, mais aussi pour les dialogues entre Gabin et Brasseur. 2 monstres du cinéma qui s'affrontent. Et c'est donc 10 ans après Les Grandes Familles qu'il a tourné Le Tatoué avec Louis de Funès. L'histoire commence chez un modeste peintre où Monsieur Félicien Mézeray, un collectionneur, vient acheter de nombreuses toiles. Jusqu'au jour où un ancien légionnaire est venu poser pour avoir son portrait. Et là, sur le dos de l'ancien légionnaire, qui au passage se nomme Monsieur Legrand, il y a un tatouage, mais pas un tatouage tribal,
Un Modigliani. Mézeray devient alors fou et veut acheter le bout de peau avec le tatouage à n'importe quel prix. Du coup, vu qu'il est en contact avec des collectionneurs américains, c'est avec eux qu'il négocie le tatouage de Monsieur Legrain. Tout ce qui manque à Mézeray, c'est la signature du principal intéressé. L'ancien légionnaire finit par être tellement amusé par l'acharnement de Mézeray qu'il finit par accepter de vendre son bout de peau avec son tatouage, à condition que Mézeray rénove de fond en comble sa maison de campagne. Et une fois sur place pour voir l'ampleur des travaux, Mézeray se rend compte que la maison de campagne, c'est un château médiéval en ruine. Et pendant le petit séjour que Mézeray fait chez Legrain, il constate que cette grande maison de campagne est sujette à des pilleurs de château. Mais pour l'ancien légionnaire, le sort des pilleurs de château est tout trouvé. Il fait en sorte de les rassembler dans les sous-sols du château et les fait tomber dans les douves. Et pour la petite anecdote, si vous regardez bien à un moment du film, on peut voir que les deux doigts de Jean Gabin sont jaunis. C'est tout simplement parce que Jean Gabin fumait beaucoup de cigarettes, et du coup, au fil du temps, entre ses deux doigts, une tache jaune a fini par apparaître. Bon, voilà. Tu sais tout, ou à peu près tout sur Jean Gabin, ce monstre sacré du cinéma. Donc surtout, n'hésite pas à t'abonner, à défoncer le pouce bleu, à activer la cloche de notification, tu sais comment ça marche. Du coup, quant à moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!